est tombé. Il n'y a quasiment plus d'Ukrainiens dans la région russe. En quelques jours seulement, le front s'est effondré. Que s'est-il passé précisément? On s'y arrête car ce point est fondamental dans les négociations de paix qui se jouent en ce moment. Alors pour bien comprendre la situation, nos équipes sont allées tourner aux côtés des deux armées. On commence par l'armée russe. Le reportage dans Koursk avec Jérôme Garraud et Michael Merle. Parsemé de voitures calcinées, de débris de chars d'assaut, nous empruntons la route du front dans la région de Koursk, où l'armée russe accélère sa contre-offensive depuis une semaine. Arrivé dans ce village russe repris après d'intenses combats. Les corps de soldats gisent toujours dans la rue. Nous avons décidé de masquer ces images. Là, on est dans un village russe qui a été reconquis il y a quelques jours. L'armée russe qui continue de pousser dans cette direction. C'est par là que les combats sont les plus violents. On entend l'artillerie d'ailleurs. Il faut faire quand même très attention ici parce qu'il y a beaucoup de drones suicides et beaucoup de mines également. Maisons piégées, obus non explosés. En dehors de l'avenue principale, chaque déplacement se fait pas à pas. Rue après rue, ces villages sont reconquis depuis une semaine. Le drapeau russe accroché au bâtiment repris. Venez, on va entrer dans l'église. À l'intérieur, venez, on y va. D'après ces soldats, l'église a servi un temps de refuge aux habitants piégés dans ce village, pris entre deux feux. Quand on est entré les premiers avec mon détachement, on a trouvé ici une femme tuée par les débris. Une partie du toit s'est écroulée sur elle. Il y a encore quelques jours, on se battait depuis cette église. Derrière nous, devant, dans les caves, il y avait des soldats partout. 3 ans après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, la Russie a subi une incursion ukrainienne dans cette région de Koursk l'été dernier. 7 mois de combat et une bataille qui semble aujourd'hui toucher à sa fin. Vladimir Poutine concentre ses forces dans cette direction pour commencer les négociations sans un seul morceau de terre russe occupé. Opération commandée par ce général tchétchène. Poutine a dit que même si nos forces progressent, nous épargnerons les Ukrainiens qui déposent les armes et se rendent. Plusieurs groupes se sont rendus comme ça. Impossible de vérifier ces informations de manière indépendante. Au sud de Soudja, la plus grosse localité, les combats continuent, tandis que l'armée ukrainienne termine son repli. Voilà, un repli toujours plus loin. On va aller du côté ukrainien, la version ukrainienne maintenant de ces derniers instants, ces dernières batailles à Koursk, avec le reportage de Charlie Nurel et Camille Souhaut. Les Ukrainiens la nomment la route de la mort. Constamment sous le feu russe, les troupes du Kremlin mènent une offensive pour récupérer la région de Koursk. Nous sommes proches de la frontière, il y a des drones kamikazes russes qui sont détectés autour de nous. Normalement, cet accès est fermé aux journalistes, réservé aux seuls militaires, car les soldats ukrainiens sont en train de se replier. Ces chars se repositionnent du côté de la frontière ukrainienne, suivis de près par les troupes. Elles étaient encore côté russe il y a 2 jours. Au milieu de ce village dévasté, ces soldats viennent d'échapper à une attaque de drone. Il a explosé à côté, on l'a crevé. Ils ont assuré toute la nuit le repli de certaines unités. La situation est catastrophique. Nos soldats ont du mal à se replier. On se fait déborder. Il n'y a plus de munitions, pas d'armes. La logistique n'arrive plus. Le soldat voit un drone russe. Il faut se cacher rapidement sous les arbres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Poutine? Il voit qu'on se met à la table des négociations et lui, il impose ses règles. Reprendre la région de Koursk, c'est la condition de Vladimir Poutine avant une éventuelle trêve. Voici la méthode des troupes russes. S'infiltrer discrètement avec ses quads pour encercler les Ukrainiens, comme nous le montre cette vidéo que nous nous sommes procurée. Le repli est difficile car les Russes tentent de frapper chaque véhicule avec leurs drones kamikazes. Alors, ces immenses filets anti-drones ont été installés sur une partie de la route côté ukrainien.
Parfois, les gars doivent se replier à pied et ça prend 4 jours. Les véhicules se retirent, tout le monde recule. On prie Dieu pour que tous ceux qui restent là-bas s'en sortent. Selon nos informations, la majeure partie des troupes ukrainiennes s'est déjà retirée des territoires russes. Voilà, on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est joué donc à Koursk. D'abord un mot sur une image, la dernière, la colonelle. Des filets pour lutter contre des drones. Ça fonctionne. Oui, c'est vraiment la preuve que les drones, c'est vraiment l'armement qui a transformé la guerre. C'est un armement qui était quasiment inconnu il y a 3 ans, et maintenant on met des filets partout. Enfin, c'est complètement incroyable. C'est comme les pigeons dans les grandes villes, les bretonnes particulièrement. Quand il y a des pigeons, on met des filets pour éviter qu'ils rentrent. Mais c'est vrai, il y a pas de, comme au-dessus des prisons, il n'y a pas de solution. La guerre, c'est aussi le système D comme ça. Hein. Oui, puis on trouve un modèle qui était inconnu. Enfin, moi qui suis un ancien soldat, c'était impensable ce genre de choses. Et là, maintenant on met des filets sur des kilomètres pour protéger les installations, les itinéraires, les états-majors, etc. C'est totalement révolutionnaire. Hein. Alors, que s'est-il passé à Koursk maintenant? Jade Partouche nous a rejoint parce qu'effectivement, on a pas mal d'informations qui circulent depuis quelques jours. Donc, en milieu de semaine dernière, nous aussi, on le disait, les Ukrainiens se sont repliés parce que la région de Koursk commençait à être prise en tenaille. Est-ce qu'il y a eu un encerclement ou pas? Quelles sont vos dernières informations? Alors, quand on revoit le post de Donald Trump de vendredi dernier sur Truth Social, il reprend effectivement le narratif de Poutine en parlant de milliers de soldats ukrainiens complètement encerclés par l'armée russe. Ça, c'était vendredi. Nous étions donc le 14 mars. Aujourd'hui, nos équipes sur le terrain nous confirment que les soldats ukrainiens ont complètement quitté Koursk. À regarder la situation comme ça, on déduit effectivement naturellement que ce sont les soldats russes qui ont poussé les Ukrainiens vers la sortie. Sauf que c'est faux. J'ai fouillé sur Telegram sur les comptes de 1000 blogueurs russes qui sont repris justement par l'ISW, qui est un institut qui documente justement la guerre depuis le début du conflit. Ces 1000 blogueurs vont généralement dans le sens de Vladimir Poutine. Et bien vous allez voir que là, pas du tout. Tous ceux que j'ai vus ont démenti la réalité imaginée par Vladimir Poutine sur ce fameux encerclement. 15 mars, lendemain du poste de Donald Trump sur Telegram. Il est intéressant de lire l'article sur les unités ukrainiennes dites encerclées, 2000 à 5000 personnes. J'ai parlé à de nombreux hommes sur le front. Il n'existe nulle part de tels groupes ennemis encerclés en termes de nombre. Même jour, autre compte de 1000 blogueurs, la logistique de l'affût, donc les forces armées ukrainiennes, depuis la région de Myropol, n'a pas été perturbée. L'ennemi a transféré les réserves ici pour tenir au moins cette partie de la région de Koursk. On parle de cette région, vous allez voir sur cette carte, qui est vraiment à la frontière russe, cette région dans laquelle justement l'armée ukrainienne avait une sorte de ligne arrière de front dans laquelle ils avaient toute leur réserve pour tenir justement cette région de Koursk. Un 1000 blogueurs a qualifié les affirmations de Vladimir Poutine de récits destinés, je cite, à influencer le président américain en amont des négociations de paix. Il pose d'ailleurs cette question: pourquoi Vladimir Poutine et Donald Trump jouent-ils avec l'encerclement du groupe ukrainien? Et alors on retrouve exactement le même discours, forcément du côté ukrainien, qui samedi ne parlait absolument pas d'encerclement, bien au contraire. Certes, des groupes sont encerclés, mais des milliers, comme l'affirmait Donald Trump, absolument pas. Il y a des petits groupes, tout au plus 1% des troupes présentes qui sont encerclées. Aucune unité n'est isolée sur le terrain, c'est ce qu'ils disent. Nos soldats tiennent une ligne de défense tactiquement avantageuse. Plusieurs hauteurs le long de la frontière nationale sur le territoire de la Fédération russe. La tenue de ces hauteurs, je cite, joue un rôle clé dans la défense de la zone frontalière. Et Volodymyr Zelensky le disait lui-même samedi, Poutine ment à tout le monde sur la réalité du terrain. Écoutez. Poutine ment à propos de la situation sur le front, en particulier en ce qui concerne ce qu'il se passe dans la région de Koursk, où les forces ukrainiennes continuent leurs opérations. Donc naturellement cette question, pourquoi les soldats ukrainiens sont-ils partis? Selon nos équipes sur place, les soldats sont partis sur ordre de Kiev. Ordre de Kiev donné à qui, pourquoi, par qui? On ne sait pas précisément. La question est ouverte, il faut qu'on pose les questions, bien évidemment, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour tout vous dire, on a une équipe, donc on doit rejoindre Charlie Nurel, justement, qui a des infos sur ces nouvelles données. Elle est un checkpoint pour l'instant. L'équipe est en train d'être fouillée par l'armée ukrainienne. On espère avoir Charline dans une poignée de secondes. Vincent, c'est assez spectaculaire. Nous-mêmes, à LCI, on avait les cartes. On croise aussi les sources avant d'informer nos téléspectateurs. On avait vu cet encerclement. Et là, on voit qu'effectivement, c'était de la manipulation, a priori, puisque même si les 1000 blogueurs russes l'affirment, c'est qu'a priori, et l'ISW, qui a été obligé
ce week-end de tweeter « Il n'y a aucune preuve d'un encerclement à Koursk ». D'autant que le 12 ou le 11, Alexander Syrski avait produit une communication indiquant qu'il organisait déjà un repli progressif de ses forces du saillant de Soudja. Donc c'était déjà en fait une manœuvre ukrainienne qui était préparée à l'avance. Ce qui est tout à fait confondant et grave tout de même, et l'indispensable Jade le rappelait à l'instant, c'est que quand on prend les propos de la conférence de presse de Poutine et Loukachenko, en fait, le 13, le 14, sur le message sur Truth Social de Trump, ce sont exactement les mêmes mots à la virgule près. Et c'est confondant de la part du président des États-Unis de n'avoir aucun recul par rapport à ce qu'a communiqué. Est-ce que ça vous interpelle ? Parce que c'est un des 1000 blogueurs russes, c'est ça qu'il dit, mais pourquoi il reprend le narratif russe ? C'est la question qu'il pose, oui. C'est la question qu'il pose. On a des éléments de réponse. On a des éléments de réponse, Aline ? Oui, parce que ça donne l'illusion. Un des problèmes majeurs de toute la séquence pour les Ukrainiens, c'est que cette administration baigne dans le narratif et la propagande russe, à savoir du mensonge de A à Z. Donc en fait là, les Russes ont entre guillemets vendu à l'administration Trump que finalement ils concédaient quelque chose. Mais un mensonge, c'est quelque chose de complètement inutile. Donc pour témoigner d'une forme de bonne volonté, et aussi, deuxième hypothèse quand même qui beaucoup circule en Ukraine, c'est une façon de détourner l'attention sur le fait que pour l'instant, ils refusent tout cessez-le-feu. Donc après, on peut avoir du grain à moudre et des grandes choses à débattre sur ce qui se passe à Koursk, mais enfin, là, pour l'instant, ils baladent les Américains leur cèdent à peu près tout, et globalement, on est en train de réfléchir sur quelque chose qui n'existe pas. C'est une tactique, j'ai presque envie de dire, extrêmement soviétique, de déplacer tout sur quelque chose qui n'existe pas, pendant que de l'autre côté, ils obtiennent ce qu'ils veulent, à savoir la poursuite des combats et la poursuite de l'agression contre l'Ukraine. Parce que de rappeler que encore cette nuit, enfin, je veux dire, il y a des missiles, des drones d'attaque qui tombent sur les villes ukrainiennes. Mais en fait, toute l'attention est détournée sur un mensonge. À l'instant, donc, Charline Hurel nous confirme qu'elle a un checkpoint. Elle ne peut pas être en direct avec nous, mais elle nous confirme, donc elle a rencontré pas mal de soldats ukrainiens qui lui ont confié qu'ils ont été obligés d'engager le retrait sous impulsion extérieure. Je cite. Moi, franchement, je me méfie, Magali. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, extérieur, c'est que il n'y a pas le mot américain qui est donné, mais extérieur, ça veut dire que c'était... Non, mais franchement, je me méfie des propos de Popote. Et alors, je vais plus loin, et d'après eux, il y a eu un deal. Il y a eu un deal. La question que je pose par rapport à ce qu'on voit sur le narratif russe qui est repris par l'administration Trump, il n'y a pas eu d'encerclement à Soudja. Non. La question que je pose, effectivement, est-ce que Donald Trump a mis la pression sur les Ukrainiens pour qu'ils se retirent de Koursk dans cette perspective de futures négociations avec Vladimir Poutine? Alors, je vais assez factuel parce que je ne connais pas l'ensemble des sujets, parce que c'est quand même... Mais est-ce que c'est probable? C'est très compliqué. Oui, c'est probable. Ouais. Le premier point, d'abord, c'est que les Russes ont toujours laissé un itinéraire logistique. On le voit d'ailleurs, c'est lui qui a été recouvert avec les filets. Donc, il y a toujours en fait, il y avait deux itinéraires, il y en a toujours un qui a été libre. Ils appellent ça la route de la mort parce que ça tirait au canon, mais ça n'a jamais été occupé, donc ça n'a jamais été barré. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu le général Barry Gelevich qui a été viré ce week-end. Alors, c'est le chef d'état-major des armées. Effectivement, Volodymyr Zelensky, ce week-end, le remplace. Le Limoges. Il l'a remplacé, il l'a mis aux cacahuètes et puis je sais pas quoi. Donc, bilan, il s'est passé quelque chose au niveau de l'état-major et que je considère qu'en fait, la manœuvre, parce que vous savez, revenons sur la technique un peu, parce que c'est quand même relativement important. Ouais. Ce qui se passe actuellement, c'est une manœuvre rétrograde. On sait déjà depuis, honnêtement, une dizaine de jours qu'il n'y a aucune chance que les Ukrainiens tiennent la poche de course. Ils ont essayé, pour plein de raisons, parce que c'était nécessaire, parce que c'était une discussion, aucune chance de tenir. Il y avait un rapport de force complètement défavorable. Akhmat, c'est une unité d'élite. Il faut savoir qu'il y a 3500 types de Wagner chez Akhmat. C'est des grosses unités. Il y a l'infanterie de marine et tout. C'est pas des gardes barrières qui déboulent. Donc c'est vraiment l'armée russe qui est en train d'attaquer. Le problème, c'est que l'appréciation de la situation, je pense qu'elle a été mal faite. C'est pour ça que le général a été relevé, parce que il n'a pas pris en compte la réalité de la situation. Premier point. Et deux, engager une manœuvre rétrograde, c'est extrêmement difficile.
parce qu'en fait, il faut avoir des appuis. En 2 mots, c'est en perroquet ou en tiroir, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas très grave. Perroquet, c'est que vous rejoignez et on fait comme ça. En tiroir, on fait comme ça. C'est juste ça. Donc, bilan de l'opération, cette manœuvre-là fait quoi? C'est que vous désengagez une unité qui se met en appui. Celle qui est en avant, elle recule, elle est protégée par l'autre, en appui, etc., etc. Et comme ça, on s'en va. Cette manœuvre n'a pas été faite. C'est ce qu'on constate dans tous vos reportages, ça n'a pas été fait. Ils ont plein de destructions. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, tous dans la camionnette, on se barre, c'est comme ça que ça se passe. C'est une défaite militaire, sur cette bataille précisément. C'est toujours... Mais quand vous dites... Manœuvre rétrograde, c'est toujours une défaite, parce qu'on recule. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une défaite. Pièce du puzzle. Mais c'est jamais c'est pas une victoire. Le problème, c'est que le timing ne colle pas du tout, parce que les Ukrainiens avaient besoin absolument d'avoir au moins de tenir une partie du terrain russe. Et malheureusement, ça tombe très très mal. D'où, j'imagine, alors encore une fois, les Russes sont très forts à ce niveau-là, la surcommunication en direction de Washington, et donc ça a été repris par Trump, qui n'est pas à sa première approximation près, évidemment, il a toujours fait comme ça. Mais on voit bien que ça tombe très mal. Ce serait arrivé une semaine plus tôt, c'était pas mal, parce qu'à la limite, on est sur un autre sujet, mais pas maintenant. Maintenant, ils décident des choses. Pile à ce moment-là. Ben oui, c'est-à-dire, alors que les Ukrainiens et les Américains sont à Jeddah, ils perdent de course en même temps. Ah oui. Ouais. Il manque une pièce du puzzle quand même dans la séquence en termes de temporalité, c'est la question de la coupure du renseignement. Je maintiens, même si on en a parlé hors antenne, l'Ukraine s'est trouvée non pas absolument vulnérable sur la question de la coupure de l'aide militaire au sens concret au but du terme. Il n'y avait pas de panique sur les lignes de front. C'est sur le renseignement. Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire du système de détection d'alerte au raid aérien précoce. Là, vous n'êtes pas d'accord, effectivement, sur le terrain. Non, mais là, ouais. je finis. Et en tout cas, selon mes sources, après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais il y a eu quand même, avec cette question du renseignement, une forme les soldats par endroits étaient devenus aveugles. Donc il y avait 2 absolus à remettre après dans le puzzle. C'est que, il y avait une urgence absolue de récupérer ce renseignement pour protéger la vie des civils dans les villes ukrainiennes qui devenaient absolument vulnérables. Et ce type d'opération où la question du renseignement américain est quand même aussi importante. Donc ça va dans le même sens. Est-ce que les Américains... Mais même, admettons, les Américains coupent le renseignement à ce moment-là précisément. Donc quand vous êtes imbriqué, quand les troupes sont imbriquées, il n'y a pas besoin de renseignement stratégique, c'est pas le problème. Il n'y a pas besoin. Là, ils sont imbriqués, ça va, ça vient. On est sur un renseignement sur quelques kilomètres et les Ukrainiens n'ont pas besoin de ça. Les Américains n'avaient pas intérêt à ce que les Ukrainiens se retirent de Kursk. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de, je pense que là, il n'y a pas de lien. Et pour contrer un petit peu ce que disait Aline, je suis désolé, mais c'est du renseignement tactique. Et comme le disait Pierre, c'est pas nécessaire. Ils ont parfaitement cartographié de toute manière l'oblast de Kursk. Par ailleurs, le renseignement américain s'est arrêté certainement quelques heures après que les mouvements de troupes russes aient été détectés sur la zone, ce qui a d'ailleurs provoqué la décision du chef d'état-major de Syrskyi. C'est le but, pardon de vous couper Vincent, c'est le but qui m'intéresse. Oui. Quand on lit des titres, alors effectivement beaucoup dans la presse ukrainienne, mais ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, Washington a fait pression sur Kiev pour qu'elle abandonne Kursk dans ce contexte de négociation. Est-ce que c'est possible? Vous retirez de Kursk, alors qu'on vous remet le renseignement pour que vous puissiez protéger vos villes. Alors que dans le même temps, on apprend, c'est le New York Times qui nous informe, que les États-Unis ont quitté un groupe d'enquête international sur la responsabilité de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas des concordances un peu troublantes? Alors, bien entendu, les Américains sont en train de démanteler une partie de toutes leurs armes offensives et défensives contre la Russie. Vincent, c'est sûr. Je n'ai rien contre vous. Pardon, je vous coupe la parole une deuxième fois. Je vous promets de vous reprendre après, mais là, ça y est, Charline Hurel, Camille ont passé le checkpoint et elles peuvent être en direct avec nous. Charline, racontez-nous, vous, ce que vous ont dit les soldats ukrainiens avec ce repli de Kiev. Est-ce qu'il a été contraint, ce repli ? Oui, alors on n'a pas passé le checkpoint, on n'a pas été autorisé à le faire, figurez-vous. Mais oui, ce repli, alors en fait, ce que nous disaient les soldats, c'est qu'au fur et à mesure, ils commençaient à nous dire, il semble qu'il y ait eu un deal. Voilà ce qu'ils nous disaient, parce qu'ils avaient l'ordre de se retirer de la région de Kursk pour se replacer au niveau de la frontière. Et lorsqu'ils nous disent deal, en réalité, on le comprend, c'est en substance, c'est à travers les lignes, en fait, qu'il faut comprendre cela, parce que l'ordre, lorsque eux faisaient des appels à leur commandement,
commandement en disant qu'ils étaient encerclés à certaines parties dans la région de Koursk. Le commandement avait certaines réactions et puis ensuite il y a eu d'autres réactions de la part du commandement. Certains commandants d'unités ont eu aussi des mots. Bref, ces soldats de première ligne, donc qui sont sur le terrain, qui exécutent les ordres, nous disaient il semble qu'il y ait eu un deal. Et de toute façon, ça corroborerait ce que disait Vladimir Poutine, parce que vous le savez, lorsqu'il y a eu ces annonces de trêve, de mise à la table pour des négociations, Vladimir Poutine a dit il y aura une condition, c'est de récupérer d'abord la région de Koursk. Donc voilà ce qui fait dire aux soldats qu'il y ait eu un deal, une situation évidemment qui a été extrêmement compliquée pour eux, parce qu'ils nous rappellent que ce repli s'est fait dans des conditions très difficiles, avec une route qui était constamment sous le feu. Effectivement, on l'avait vu dans votre reportage d'ailleurs. Merci Charline, merci Camille d'avoir été en direct avec nous. Donc voilà, c'est une remontée de terrain. Oui, je voulais saluer d'abord le travail de Camille et de Charline. Moi, je me méfie énormément, je reprends là ce que je disais tout à l'heure, je me méfie énormément des témoignages des soldats et des propos de popotes. Pourquoi ? Parce que tout le monde vit dans une bulle informationnelle qui est relativement fermée et les gens se racontent des histoires. Je l'ai vécu sur le terrain, Pierre le sait très bien, il l'a vécu aussi. Ils n'ont pas accès aux informations internationales, le commandement a beaucoup plus d'informations qu'eux et donc il faut se méfier et en plus ils participent malgré eux à la propagande ennemie.